Nous sommes de retour avec nos invités, Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, et Luis Kamako, il est le rédacteur en chef de Togo Breaking News. On parlait du Tchad. La junte calme le jeu avec l'Union africaine. Luis Kamako, la question suivante, certaines personnes plutôt parlent d'une transition de 18 mois, d'autres encore de 36 mois. Est-ce que, quelle sera la réaction de l'Union africaine si la junte prolonge cette transition? Bon, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux pour répondre à cette question, mais si la transition aujourd'hui excède les 18 mois, parce que ça faisait partie des points forts, ça faisait partie des engagements pris par Mahamat Idriss Déby au départ, il doit diriger, il doit conduire la transition pendant 18 mois et organiser les élections. Les élections et organiser une élection suprême, l'élection à laquelle les 15 membres de son gouvernement de transition ne devaient pas candidater pour. Donc aujourd'hui, si la transition dépasse les 18 mois exigés, je suis en mesure de dire que le processus est faussé à la base et que le Tchad va retomber dans les mêmes travers. Parce que ce comité national de transition, même là, a été accepté au départ par les Tchadiens qui ont manifesté et qui ont exprimé leur mécontentement dans les rues. Le bilan, on en sait un peu plus. Il y a eu pas mal de gravuges, il y a pas mal de décès. Donc aujourd'hui, à un moment donné, les gens ont laissé tomber, les gens ont décidé de fermer les yeux sur toutes ces aberrations. Et juste parce qu'ils se disent, mais 18 ans, c'est rien, ça va passer bientôt. Et maintenant, si la promesse n'est pas tenue, je pense qu'on va essayer de remuer le couteau dans la plaie des autres. Donc, c'est pour ça, je dis tout à l'heure, que l'Union africaine doit vraiment peser de sa balance, en fait. Dans cette histoire, surtout avec la mission confiée à FAL, on le disait tout à l'heure, sa mission aussi, c'est d'arriver à organiser un dialogue national inclusif. Et à l'arrivée, il doit avoir une charte de transition mandatée, élections libres et transparentes et crédibles, des élections qui doivent tenir pendant les 18 mois exigés. Donc si tout cela n'est pas fait aujourd'hui, je pense que la CEDEAO ou bien l'Union africaine ne jouera pas de sa crédibilité. C'est à elle de tout faire pour que le délai exigé soit respecté par la junte au pouvoir. Dialogue national, comme Luis Kamako le disait tout à l'heure, Germain Pouli, j'ai écouté Sucé Masra, le jeune opposant tchadien, qui a dit que ce dialogue plutôt doit aller en profondeur, doit regrouper la société civile, l'opposition, la junte et toutes les couches du Tchad. Oui, tout à fait. C'est un dialogue qui doit aller en profondeur parce qu'il y a eu un régime d'une trentaine d'années qui est resté au pouvoir. Le président a été tué au front parce que le pays faisait face à une rébellion. Et donc, il ne s'agit pas d'une situation tout à fait normale. Il y a plein de groupes militaires et politiques à la fois dans ce pays. Il y en a à l'intérieur, il y en a à l'extérieur. Et donc, pour réconcilier les Tchadiens, il faut un vrai dialogue inclusif. Et donc, ça va prendre du temps pour revenir un peu à la transition de 18 mois. Je crois que ça va être difficile de pouvoir tenir cette transition-là en 18 mois parce que si on veut un dialogue inclusif, on veut une réconciliation, une sécurité avant d'aller à l'élection, je pense que ça va être difficile que tout ça là soit possible en moins de 18 mois. Parce que, vous savez, les groupes armés, il y en a de différentes sortes. Certains ont des exigences beaucoup plus complexes que d'autres. Et si tous ces groupes-là doivent être dans un dialogue et arriver à un consensus, vous savez un peu comment ça se fait, avec des médiations, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. C'est vrai que Idriss Déby n'est plus là. Peut-être que son absence peut faciliter un peu plus les choses, mais en même temps, quand vous écoutez ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne sont pas prêts, par exemple, à accepter dans un dialogue
un groupe armé comme le FACT, donc qui a créé la rébellion au cours de laquelle le chef de l'État a été tué. Donc déjà, c'est un problème. Si on fait aujourd'hui un dialogue sans le FACT, c'est comme si on n'avait rien fait. Ça veut dire que demain, on peut revenir aussi au même problème qui avait conduit à la mort de Idriss Déby. Donc, vous voyez, avec toutes ces exigences-là, tous ces groupes-là, ça va être difficile d'organiser un dialogue inclusif. Soit à un niveau, on se dit, bon, on fait un dialogue avec ceux qu'on peut, ou ceux qui sont prêts à faire des concessions acceptables, et on avance, ou on se dit, non, prenons le temps de convaincre tous ceux qui sont réticents de faire des concessions à tous les niveaux pour arriver à un consensus national. Et à ce niveau-là, je pense que 18 mois, c'est un peu juste pour pouvoir le faire et préparer les élections. Donc c'est assez difficile, mais on ne peut pas dire que 18 mois, c'est impossible. Il y a aussi des miracles, c'est possible, mais je crois que la communauté internationale qui accompagne ce processus-là devrait voir ça de près et accompagner le Tchad et surtout ces différentes factions de rebelles-là qui généralement n'ont aucun intérêt à venir à un dialogue. Et même quand c'est fait, et après, vous savez, ces accords, quand ils ont lieu, il faut les exécuter, c'est très difficile. On va vous dire, il faut fusionner les forces armées, il faut que les rebelles et les forces loyalistes, finalement, se réunissent dans une même armée. Ouais. C'est des processus qui sont longs et qui vont pas, à mon avis, tenir au bout de 18 mois. Mais on ne sait jamais, peut-être que le nouveau pouvoir avec l'appui donc des partenaires pourra faire cet effort-là et arriver à ce miracle-là. Mais un dialogue inclusif au Tchad, c'est un dialogue qu'il faut prendre le temps de préparer pour toucher un maximum de Tchadiens, ceux-là qui sont au pays, ceux-là qui sont dans différents pays à l'extérieur, pour qu'ils adhèrent déjà à ce dialogue-là et qu'ils prennent part activement pour trouver une solution commune. Luis Camako, supposons qu'on ne voit pas un dialogue en profondeur. Supposons également que la junte ne respecte pas les 18 mois. Selon vous, quelle sera la réaction de l'Union africaine? Et puis, est-ce qu'elle sera écoutée? La réaction de l'Union africaine, je crois l'avoir dit tout à l'heure que pour le moment, personne ne saurait en fait pronostiquer sur sa réaction. Mais de façon simple, de façon banale, on peut dire que l'Union africaine sera choquée d'autant plus que c'était en fait une promesse faite par Mohamed Idriss Déby. C'est pour cela qu'à un moment donné, on lui a laissé faire. C'est pour cela qu'à un moment donné, on l'a laissé faire. Donc si aujourd'hui, il ne fait pas tout pour que cette transition se tienne dans le délai exigé, ça va être difficile. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que les rebelles du FAT sont intraitables. Mais au fond, quand vous analysez en fait les dernières revendications, quand vous analysez les dernières conditions qu'ils ont imposées, vous vous rendez compte que c'est aussi simple en fait. C'est-à-dire que c'est pas sorcier ce qu'ils demandent. Aujourd'hui, ils exigent, en fait, les rebelles du FAT exigent que qu'on libère en fait les détenus, ceux qui ont été arrêtés pour des raisons de guerre et des détenus politiques. C'est vrai qu'au départ, en fait, ce groupe militaire ne reconnaît pas Mohamed Déby au pouvoir, mais à un moment donné, on a eu à faire des concessions. Aujourd'hui, tout le monde est rentré dedans. Les FAT savent que en fait, c'est Idriss Déby, il est là pour diriger une transition. Donc, tout le monde est rentré dedans, comme je le dis. Donc, aujourd'hui, ce qu'ils réclament, c'est la libération immédiate de tous ceux-là qui ont été arrêtés pour des raisons de guerre, la libération de tous les détenus politiques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on dénombre plus de 505 détenus des rebelles de FAT encore en prison. Donc, c'est ce qu'ils exigent aujourd'hui. Donc, je pense que si on en arrive là, si aujourd'hui le pouvoir de N'Djamena décide de libérer ces messieurs-là, c'est d'ailleurs un début de compromis et on les verra peut-être autour de la table. C'est en cela que le dialogue sera national et inclusif. Et de là, puisque si les concessions sont faites à la base, si les conditions ou bien les revendications préalables posées par les uns et les autres à la base, il n'y a plus tellement de matière, il n'y a plus de sujets à discuter parce que en réalité, pour ce genre de discussion, ce n'est pas au jour J qu'on découvre en fait les sujets importants.
il y a des négociations, il y a des discussions de couloir qui se font. Donc, chacun connaît à l'avance ce que veut l'adversaire. S'il faut avoir un lâcher-prise, on le fait. Et donc, le jour du dialogue ou bien des discussions, ce ne sont que des formalités. On vient, on dit, puisqu'on connaît ta position, je connais la position de mon adversaire, il connaît les miens, donc on vient, on fait des concessions. Et puis, on sort une conclusion ou bien on sort une autre pour dire que voilà ce que le dialogue a décidé. Donc, je pense que si aujourd'hui, on arrive à prendre en compte les revendications des FAT et on fait des concessions, ce dialogue-là ne va pas durer et que la transition également ne va pas excéder les 18 mois. Germain Pouli, on a l'impression que les négociations visent plus les FAT, hein. Ça, c'est clair, les FAC plutôt, parce que ce sont eux qui menacent, ou bien ce sont elles qui menacent, et l'opposition, disons, traditionnelle, l'opposition civile, qui gronde également. Si c'est Masra, il y a d'autres, Kizerbo et autres, qui grondent également. Est-ce que, selon vous, on va saisir l'occasion pour la regarder également? Bon, cette opposition, il faut dire que c'est l'opposition démocratique qui est un peu plus docile que les autres opposants qui ont choisi de prendre les armes. Donc cette opposition-là, déjà qu'elle est allée à l'élection, qui a sacré la victoire de Déby, même si elle conteste le scrutin. Et donc c'est une opposition qui ne doit pas être difficile je dirais pas gérer, mais avec laquelle on peut composer facilement. Maintenant, vous savez, on est en politique, quand on pense que on ne représente pas, on ne prend pas en compte dans la balance des négociations, il faut s'agiter un peu en interne. Donc, il y a cette opposition-là qui a choisi de prendre les armes et qui n'est pas forcément basée sur le territoire tchadien. C'est elle qui est la plus redoutable parce que depuis toujours, le pouvoir d'Idriss Déby a été menacé par ces opposants armés-là qui régulièrement foncent sur la capitale. À plusieurs reprises, les Français ont dû intervenir donc, pour les stopper. Donc aujourd'hui, même si les opposants qui sont là et le pouvoir s'entendent, il n'est pas exclu que cette menace des Tchadiens de l'extérieur reste réelle et qu'à tout moment, donc, elle peut fragiliser la stabilité de ce pays. Donc, il ne s'agit pas de régler seulement la succession d'Idriss Déby, mais il faut aller au-delà de cela pour régler des problèmes qui existaient donc depuis longtemps, qui sont des problèmes de démocratie, c'est vrai, mais qui sont aussi des problèmes de réconciliation nationale parce qu'il y a des Tchadiens qui ne se sont pas retrouvés Tchadiens depuis que Idriss Déby est au pouvoir et donc qui n'ont pas choisi de faire une opposition normale, mais qui ont choisi les armes, comme c'est un peu la coutume donc, dans ce pays. Et donc je crois que les négociations qui vont arriver, si on veut qu'elles réussissent, il faut prendre le temps de trouver des médiateurs pour travailler, arrondir les angles avant que les Tchadiens ne se retrouvent. Et ça va être, c'est pour ça que moi je pense que les 18 mois, déjà on a brûlé quelques mois déjà, et donc vont être peut-être insuffisants, mais on ne sait jamais, peut-être que la communauté internationale mettra les bouchées doubles, mais je crois qu'il faut rechercher un dialogue qui va aller au-delà de la simple succession du maréchal, mais régler les problèmes qui sont finalement la mort de ce maréchal qui vient d'être élu et dont on a annoncé la victoire. Et qui est mort pratiquement le même jour. Donc c'est un problème complexe et je pense que le fils Déby aujourd'hui, avec la bonne volonté, en tout cas, on ne sait pas si elle est de façade ou elle est réelle, mais ce qu'il demande, c'est qu'il a envie que ces opposants-là, qui ont quitté le Tchad pour quelque raison que ce soit, donc puissent revenir si les garanties sont réunies. Et s'il est vraiment de bonne foi, je pense que ceux qui ont choisi l'exil pourront donc rejoindre ce dialogue-là et peut-être à partir de là trouver un règlement durable de la crise tchadienne. On quitte le Tchad pour le Bénin où il y a un soupçon de détournement de 13 milliards de francs CFA à l'agence de transport Luis Camako. Même si on parle de soupçon, 13 milliards, c'est on ne peut plus énorme dans
un pays et surtout où on qualifie l'actuel président, Patrice Talon, d'un bilan économique reluisant et surtout également on le félicite pour la lutte contre la corruption, les détournements de fonds, etc. Oui, donc l'affaire même, ça concerne en fait, ça fait suite, l'affaire fait suite à un audit commandité par le gouvernement sur cette agence-là, l'Agence nationale des transports terrestres au Bénin, qui a été dirigée pendant 4 années dans une opacité totale. Donc l'audit a révélé qu'il y a eu des marchés qui ont été offerts de façon un peu orthodoxe. Il y a eu beaucoup de primes qui ont été en fait octroyés à des gens dont on ne retrouve pas les traces. Et derrière, il y a également des véhicules qui ont été immatriculés, dont les frais de douane ne se retrouvent pas en fait dans la caisse de l'agence. Donc aujourd'hui, un audit a été fait, a été présenté au Conseil des ministres du gouvernement Talon le 7 juillet dernier. Donc du coup, le président a destitué le patron de cette agence et on continue les interpellations. Je pense que le directeur ou bien le premier responsable de cette agence a été interpellé. 7 autres personnes ont été également interpellées. Donc c'est ça la situation aujourd'hui. Maintenant, je viens à ta question. Oui, je pense que quand on est dans un pays comme le Bénin où le président s'est engagé fortement contre la corruption et le détournement de deniers publics, on ne peut pas se permettre d'un certain nombre de choses. Patrice Talon, on le connaît très économiste et économe. Et il a fait sa preuve. Quand vous avez un président qui prend même son bâton de terrain pour faire une tournée nationale de reddition de comptes, je pense qu'on ne doit pas faire de certaines pagailles. Donc aujourd'hui, je pense que le directeur général de cette agence est en train de payer les prix. Talon même en janvier dernier disait que les Béninois disent que l'argent ne circule pas, mais l'argent circule et peut que l'argent ne circule pas, mais l'argent travaille pour le pays. Et donc c'est pour dire aujourd'hui aux Béninois que l'argent de l'État, ça appartient à tous les Béninois, ça ne appartient pas à un seul individu. Donc c'est une bonne leçon de vie, c'est une bonne leçon de vie pour les dirigeants, pour ceux qui en fait sont appelés à gérer les biens publics. Donc je pense que ce n'est que le début du commencement, parce que l'affaire son cours sur son hommage. Je disais tout à l'heure que des gens ont été interpellés. Les interpellations vont continuer jusqu'à ce que l'affaire ne soit éclairée. Germain Pouli, l'initiative est prise par le gouvernement et comme lui cela dit en plein conseil de ministres, c'est une bonne chose. Même, au même moment, on se pose la question, pendant 4 ans, ce même gouvernement a pu laisser cette agence. Lui a parlé d'opacité générale, il a parlé également de primes qu'on ne retrouve plus, de véhicules également. 4 ans, c'est on ne peut plus long pour ce genre de choses. Oui, c'est long, mais bon, en même temps, mieux vaut tard que jamais, parce que dans le fait, la lutte contre la corruption est un peu compliquée. Parfois, il faut des dénonciations qui vont pousser à commanditer des audits, qui vont révéler certaines choses. Donc, il y a des structures qui, en apparence, fonctionnent normalement, jusqu'au jour où on découvre que sous ce qu'on appelle normalité, il y a beaucoup d'anomalies et des choses qui s'assimilent à la corruption et au détournement des deniers publics. Donc voilà, cette agence-là, on ne sait pas sur combien d'années tous ces détournements ont été faits, mais il y a cet audit-là qui vient apporter des chiffres. 13 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et les responsables, il faut les retrouver. Donc je crois que le président Talon essaie de marquer de son empreinte la présidence du Bénin, donc la gestion de ce pays-là. Mais en même temps, certains lui reprochent aussi d'occuper certains pans de l'économie béninoise avec un certain nombre de ces entreprises qui ont des facilités. Bon, là, peut-être c'est un jour après Talon qu'on parlera de tout ça. Mais il faut féliciter en tout cas tous les présidents qui essaient de lutter contre la corruption, mais que ça ne s'arrête pas
à une personne. Très vite, on va assimiler ça à des règlements de compte. Et à Talon, on a toujours reproché d'avoir traqué ses opposants. C'est vrai que les faits qu'on leur reproche, ils ne sont pas totalement innocents, mais on a envie que dans ses propres rangs, donc s'il y a des personnalités qui se cachent sous son couvert et donc qui s'adonnent à certains actes illicites et notamment de corruption et de détournement, qu'ils punissent aussi les gens dans ses propres rangs et qu'on comprenne qu'il affiche la même rigueur donc, pour tous les Béninois. Donc on attend de voir, il vient d'avoir un nouveau mandat, c'est le moment pour lui de bâtir, et pour bâtir il faut assainir les finances publiques, et je pense que c'est ce que le président Talon est en train de faire, et on lui souhaite d'avancer, de ne pas s'arrêter uniquement à cette direction de cette agence-là et d'aller plus loin. Louis Kamako, nonobstant la volonté affichée par le gouvernement et surtout le président de la République, je pense que l'opposition peut saisir à cette occasion. Saisi pour faire quoi, par exemple? Pour dénoncer quelque chose. 13 milliards, vous l'avez dit en off. Oui, mais c'est pas aussi... est-ce qu'il y a quelque chose à dénoncer? Je ne pense pas. C'est plutôt... L'opposition doit plutôt soutenir le pouvoir. On a fait 4 ans sans vérifier quand même l'agence. Non, mais je me disais tout à l'heure qui est important. On ne se lève pas pour commenter des outils. Il faut des étincelles. C'est-à-dire il faut des soupçons. Il faut qu'il y ait un acte qui vous amène à commanditer ces audits, parce que tout cela, ça coûte. C'est vrai que les audits, on peut le faire à tout moment, mais c'est-à-dire que c'est quand on remarque qu'il y a des suspicions, on peut commenter un audit. Mais l'essentiel, c'est d'arriver en fait à arrêter l'hémorragie. 13 milliards de francs CFA, c'est beaucoup, mais comparativement à ce qu'on voit dans les autres pays, c'est rien, c'est rien. Mais pour vous, c'est une bombe peut-être? Il y a encore d'autres... Oui, certainement. D'autres trucs à déminer. On va pas nous dire qu'au Bénin, il n'y a que cette agence-là, il n'y a que dans cette agence-là où on remarque ces genres de pratiques peu orthodoxes dont je viens de décrire. Je disais tout à l'heure que l'audit révèle que 2653 véhicules, ou bien 2653 engins ont été immatriculés, et au finish, on ne retrouve pas les frais. Donc ça fait, sur les 13 milliards, il y a 8 milliards en fait, de francs CFA qui ont été détournés en fait, de façon en fait, sur l'immatriculation des engins. C'est beaucoup de choses. Et c'est des choses qui sont faciles en fait, à constater dans nos pays africains. Quand vous voyez comment est-ce que les engins sont immatriculés, quand vous voyez qu'il y a des gens même qui sont même prêts à mettre la pression sur les directeurs pour juste prendre des numéros qui vont de leur gré, vous allez juste comprendre que ce n'est pas nouveau ce que révèle ce taudis. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi vrai que l'opposition doit plutôt applaudir le gouvernement, parce que l'audit, ça vient du gouvernement. Ce n'est pas que peut-être comme nous, par exemple, où un journal a investigué et a constaté qu'il y a des dysfonctionnements en fait il y a des dysfonctionnements dans une société, mais c'est le pouvoir même en place qui a pris l'initiative. C'est là où ça devient salutaire. Donc, je pense que Patrice Talon est dans sa logique, la logique de la bonne gouvernance. Le monsieur, il a compris que les États africains ont les moyens en fait de venir, ou bien ont les moyens de leur propre politique. Vous allez juste constater que lui n'a pas été à Paris pour la relance de l'économie, parce qu'il sait que le Bénin a les moyens, et que qu'on arrive en fait à assainir les finances publiques, si on arrive à lutter contre le détournement, si on arrive en fait à traquer ceux-là qui sont dans la logique de racler la caisse de l'État, l'Afrique peut s'en sortir. L'Afrique n'a pas besoin forcément de l'aide venant de l'extérieur pour avancer. Donc aujourd'hui, je pense que la bombe est lancée, comme tu l'as dit, c'est un début, c'est-à-dire que c'est un début d'interpellation, ou bien c'est une façon pour le pouvoir de Talon d'être aux trousses de ceux-là qui se mettent à détourner le déni public, et ça va continuer, ça va s'étendre à d'autres agences, ou pourquoi pas aux d'autres ministères. Germain Pouli, vous pensez que c'est un second mandat empreinte de bonne gouvernance plus qu'avant? Oui, je pense qu'il a intérêt, parce que il dit qu'il veut créer la rupture. Bon, pour le moment, c'est sur le plan politique
on l'a senti, avec des réformes, la réforme des partis politiques. Il y a des lois courageuses aussi qui ont été votées, qui sont saluées sur la grève et un certain nombre de choses. Mais il y a des signaux d'un assainissement des finances publiques. Et donc aujourd'hui, je crois que les Béninois veulent voir un peu la gouvernance talent dans leurs assiettes. Et c'est peut-être l'effort qu'ils devraient faire pour que dans 4-5 ans, qu'on se dise, voilà, ça a été un mandat où la vie quotidienne des Béninois ont effectivement changé. Je reviens un peu sur ce que disait lui tout à l'heure en disant que Talon n'est pas allé à Paris parce qu'il sait qu'en interne on peut mobiliser suffisamment. Oui. Non, je crois que non, il n'est pas allé à Paris parce qu'il n'a pas été invité tout simplement. Donc on ne peut pas refuser, on ne peut pas dire qu'il a refusé. Et pourquoi on ne l'a pas invité? Voilà, je pense aussi qu'il faut voir le casting du président Macron. Mais juste parce qu'il ne fait pas partie du réseau, il n'est pas dans le réseau. Je pense qu'on a invité les pays qui ont une économie émergente, parce qu'il ne s'agit pas d'un cercle francophone, hein. Il y a des pays comme le Ghana, le Nigeria, puis l'Égypte qui ont été invités, qui ne sont pas des pays francophones. Et donc, il y a des pays qui font un grand travail dans le sens de la promotion du développement au niveau économique qui ont été invités. Il y a aussi des pays très en difficulté, comme le Soudan aussi, qui a été invité pour avoir une annulation des dettes et tout ça. Lequel? Celui du Nord ou du Sud? Le Soudan même? Le Soudan de Béchir. Ah, d'accord. Donc, je crois que aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a beaucoup d'efforts à faire en interne qu'on peut mobiliser. Mais en même temps, ce qu'on va mobiliser en interne ne va pas suffire à régler nos problèmes. Et ce dont il s'agissait à Paris, c'était de voir comment les institutions financières mondiales peuvent financer les économies africaines qui n'ont pas assez de garanties au niveau de ces institutions-là. Et donc, les pays qui ont une garantie au niveau de ces banques-là pour les États cautionne les pays africains pour qu'ils puissent avoir un certain nombre de prêts. Donc ces prêts sont importants et même les pays développés, on a vu l'Union européenne dans leur plan de relance de l'économie post-Covid, c'est assez de prêts qui seront injectés dans les États. Donc ces pays sont en avance sur nous en matière de gestion des affaires d'assainissement des finances publiques, mais ont besoin de prêts pour poursuivre. Dans nos pays, on en a besoin. C'est déjà bien comme vous le dites pour Talon, de faire des efforts de mobilisation en interne. Mais ce genre de rencontre à Paris, il ne faut pas aussi le sous-estimer et dire qu'un président africain d'un petit pays comme le Bénin a le culot de refuser une telle invitation. On vous faire rencontrer tous les patrons des grandes institutions financières au monde pour dire qu'on ne veut pas les rencontrer. Non, bon, je ne sais pas pourquoi il n'a pas été invité. Mais je vous l'ai dit qu'il n'a pas renoncé à l'invitation parce qu'il veut mobiliser en interne. En 30 secondes. On ne va pas revenir sur le sommet. On va pas revenir sur le sommet de Paris, mais ça dit, officiellement, c'est ce qui est dit, qu'il n'a pas été invité juste parce qu'on veut des pays dont l'économie est en fait. Comme je le disais de façon amusante tout à l'heure, juste parce que Patrice Talon, il n'est pas dans le réseau. Patrice Talon n'est pas contrôlé par qui que ce soit. Ensuite, Talon dirige son pays. Pas pour les Béninois et pas les Béninois. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'il est question. Même pas, mais le Ghana fait mieux que Talon. Hein. Mais le Ghana a refusé plusieurs choses, mais le Ghana était à Paris. Et donc, comme je le dis, ça dit que M. Talon, il a compris que l'Afrique a juste besoin d'une bonne gouvernance. À l'époque, je le disais ici. Maintenant, la France aujourd'hui, qui se porte à la France, qui veut être caution en fait de ces pays africains. C'est pas la France seule. Mais la rencontre a été organisée. C'est vrai que c'est-à-dire que c'est la France qui va aller convaincre les autres pays. On sait un peu presque de quoi il a été question. C'est la France qui va convaincre les autres pays pour que, ou bien les autres grandes puissances, pour que en fait, elles fassent du prêt aux États africains. Donc la France même aujourd'hui a des problèmes. Le pays même est endetté jusqu'au cou. On ne va pas en revenir là-dessus. Donc quand c'est comme ça, je pense que le débat est faux. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est d'avoir une bonne gouvernance. C'est-à-dire que c'est de traquer ceux qui détournent les deniers de l'État. C'est d'arriver à mettre fin à ce qu'on appelle la corruption. Là-bas, il y a au Bénin, il y a une loi nationale de lutte contre la corruption qui jusque-là n'a jamais été respectée. Parce que le Bénin même, vous m'excusez, mais il y a
de tout temps, il y a toujours un laisser-aller. Il y a un laisser-aller, vous aurez pu le constater que, bon, quoi, c'est-à-dire les tests ne sont pas respectés. C'est ce qui d'abord a amené les violences, en fait, préélectorales, avec des opposants qui sont toujours détenus en prison. Donc, je pense que le pays, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu qui dit mais il est temps de mettre fin à la pagaille. Il est temps d'apprendre en fait aux Béninois à respecter les tests constitutionnels. Donc, il est dans cette logique aujourd'hui. Donc, on ne peut que lui tirer chapeau, même si il revient pas à un journaliste de féliciter un citoyen. Après la petite pause, la grande maintenant, pour le journal, on revient, mes chers amis, juste après.